Au réveil, les comptes ont été gelés, les biens scellés, les voyages suspendus sans avertissement, avec 113 noms, anciens présidents, généraux, magnates, figures politiques, patrons de médias. Le gouvernement a parlé de sécurité, affirmant qu'un assassinat et un renversement d'État étaient en préparation et que l'argent servait de levier. Jusqu'où ira cette rupture? Et que risque Ibrahim Traoré? Pour beaucoup, le choc est psychologique. L'idée d'élite intouchable s'effondre, la vigilance monte et la confrontation entre institutions, banques et récits devient existentielle, à mesure que le pays comprend que la menace peut venir de l'intérieur. Ce récit ne promet pas un simple déroulé judiciaire, mais une lecture structurée d'un basculement stratégique. Il s'agit de comprendre comment une décision administrative, prise sans chars ni discours martiaux, a déplacé le centre de gravité du pouvoir au Burkina Faso. En suivant les faits exposés par les autorités, l'enjeu dépasse la liste des accusés pour toucher à une question plus large. Comment un État redéfinit-il sa défense quand la menace n'est plus frontale mais financière, médiatique et psychologique? L'intérêt pour le lecteur est double et immédiat. D'une part, saisir les mécanismes concrets d'un complot décrit comme interne et transnational et la manière dont il aurait été neutralisé avant son exécution. D'autre part, mesurer ce que cette séquence révèle sur la transformation de l'autorité politique sous Ibrahim Traoré entre logique sécuritaire, exposition publique et rupture avec des pratiques anciennes. Ce qui est en jeu n'est donc pas seulement la survie d'un pouvoir, mais la capacité d'un pays à identifier ses vulnérabilités invisibles. Et derrière cette promesse analytique, une interrogation demeure. Cette méthode peut-elle tenir dans le temps sans créer de nouveaux risques? Plus de 28 millions de dollars auraient été mobilisés pour préparer l'opération, selon les services de renseignement financiers. Ce chiffre, cité par les autorités, change l'échelle. Il ne s'agissait pas d'une contestation diffuse, mais d'un projet structuré, financé et patient. Dès lors, le gel des avoirs n'apparaît plus comme une réaction improvisée, mais comme un point d'arrêt ciblé dans une chaîne précise. L'argent, puis la coordination, puis l'action. Le gouvernement a présenté le complot comme une mécanique interne, portée par des acteurs connaissant parfaitement l'État, l'armée et les réflexes de peur collective. D'anciens responsables politiques, des officiers, des figures médiatiques et des relais économiques auraient utilisé leur crédibilité pour affaiblir le pays de l'intérieur. Dans ce cadre, la richesse n'était pas un signe de réussite sociale, mais un outil opérationnel. Financer des récits anxiogènes, soutenir des relais d'influence et maintenir des liens transnationaux discrets. Cette lecture explique pourquoi les autorités ont insisté sur la dimension psychologique du choc. Pour une large partie de la population, l'ennemi n'était plus extérieur ni armé, mais familier, respecté, parfois admiré. Cette inversion a modifié la perception de la menace. La souveraineté ne se défend plus seulement aux frontières, mais dans les banques, les médias et les institutions civiles. Enfin, c'est dans ce contexte qu'Ibrahim Traoré apparaît comme un point de fixation. Non parce qu'il concentre seul le pouvoir, mais parce que la décision prise sous son autorité a brisé une croyance ancienne, celle de l'intouchabilité des élites protégées par leur réseau et leurs ressources. Les partisans y ont vu un signal de fermeté, les critiques un précédent risqué. À partir de là, le débat a changé de nature. La question n'était plus de savoir si une opposition existait, mais jusqu'où ce réseau s'étendait et quel soutien invisible le rendait viable. C'est cette zone d'ombre qui va éclairer la suite des événements. Dans les premiers jours, la décision a produit des effets visibles à des niveaux très différents. Au sommet, des figures longtemps perçues comme des piliers du système ont vu leur statut se fissurer publiquement. Ces anciens responsables, hommes d'affaires influents, dirigeants de médias, leurs noms, familiers pour une grande partie de la population, ont soudain été associés à des soupçons de trahison plutôt qu'à l'autorité. Cette exposition a rompu un réflexe ancien de discrétion protectrice autour des élites. À un niveau plus concret, l'impact s'est aussi fait sentir dans les institutions. Des banques ont exécuté les gels sans délai, rompant avec des pratiques de négociation tacite. Des administrations ont suspendu des autorisations de voyage et scellé des propriétés.
parfois du jour au lendemain. Ce caractère immédiat a servi de signal interne. Les relais habituels n'avaient plus la capacité de temporiser ou d'amortir le choc. Sur le terrain social, des micro-situations ont illustré ce basculement. Dans certains quartiers, les discussions se sont déplacées des attaques armées vers les mécanismes de financement et d'influence. Des soldats ont rapporté une vigilance accrue face aux discours ambigus circulant dans leur propre rang. Des citoyens, jusque-là sceptiques, ont commencé à envisager que l'insécurité puisse être instrumentalisée depuis des bureaux climatisés plutôt que depuis des zones de combat. Ces réactions précoces ont révélé un effet clé. La décision n'a pas seulement neutralisé des ressources, elle a modifié les comportements. La peur, longtemps associée à l'État ou aux groupes armés, s'est partiellement déplacée vers ceux qui pensaient disposer d'une immunité structurelle. Le véritable enjeu devient alors clair. Ce changement de perception peut-il se traduire en protection durable, ou reste-t-il un choc ponctuel sans lendemain, qui, avant le gel des avoirs, les signaux semblaient dispersés, des attaques armées, des embuscades, des tentatives d'infiltration apparaissaient comme des incidents séparés, sans centre apparent. Les autorités ont expliqué qu'il s'agissait d'une lecture trompeuse. Selon leur analyse, ces violences constituaient une phase d'activation destinée à saturer les forces de sécurité, à épuiser la tension politique et à installer une fatigue collective. Rien n'était conçu pour gagner du terrain, tout visait à désorganiser. Puis est venu le moment du pic. Les services de renseignement ont affirmé avoir identifié des flux financiers anormaux, fragmentés, en mouvement constant, transitant par des sociétés écrans et des comptes dissimulés. L'argent ne circulait pas pour produire immédiatement un effet visible, assémé pour maintenir une infrastructure invisible, payer des relais, acheter des silences, financer des récits médiatiques anxiogènes et soutenir des contacts militaires restés loyaux à l'ancien ordre. C'est à ce stade que la décision politique a été prise. Le gel simultané des comptes a marqué la rupture. En coupant l'oxygène financier, l'État a visé la coordination plutôt que les individus. Les paiements se sont arrêtés presque instantanément. Des intermédiaires ont disparu, des rendez-vous ont été annulés. La mécanique, conçue pour la durée, a commencé à se gripper. Ce basculement a transformé une confrontation latente en choc frontal, non pas sur le terrain militaire, mais dans les circuits de pouvoir. Sous l'autorité d'Ibrahim Traoré, cette séquence a été présentée comme un choix assumé, agir à visage découvert, sans délai judiciaire prolongé pour empêcher la phase suivante du plan. Selon le gouvernement, l'objectif du complot était simple et brutal. Créer la peur, user l'État, puis frapper au moment opportun. Les attaques armées n'étaient pas qu'un outil parmi d'autres, une distraction destinée à masquer des leviers plus décisifs. Les répliques ont suivi rapidement. La population a commencé à percevoir la logique d'ensemble. Les discussions publiques ont évolué, passant de la peur diffuse à des questions précises. À qui profitait le chaos et comment était-il financé ? Cette prise de conscience a modifié le climat social. Des communautés ont renforcé leurs patrouilles locales, des civils ont protégé des infrastructures. Les soldats ont décrit un changement de posture. Ils ne défendaient en ce qui est plus seulement un régime, mais une survie collective. Dans le même temps, la colère a émergé. L'idée que des millions aient pu être mobilisés pour déstabiliser le pays, alors que la population faisait face à l'inflation, à l'insécurité et à la précarité, a franchi une ligne morale. Le complot n'apparaissait plus comme un affrontement politique, mais comme une mise en danger délibérée de la société. Cette émotion a privé la stratégie du chaos de son carburant principal, le silence, ainsi la séquence complète, activation diffuse, pic financier, réplique sociale, a produit un effet inattendu. Au lieu de fragmenter la société, elle a contribué à la resserrer. La question demeure cependant ouverte. Ce renversement suffit-il à neutraliser durablement les réseaux à l'origine de la crise ou annonce-t-il une confrontation prolongée sous d'autres formes ? Avant l'intervention de l'État, le schéma financier reposait sur une stabilité trompeuse, des flux réguliers, fragmentés, suffisamment dilués pour ne pas déclencher d'alerte immédiate. Après le gel des avoirs, selon l'unité de renseignement financier, cette continuité s'est brutalement interrompue, provoquant l'effondrement de la coordination opérationnelle. Ce passage d'un système fluide
à un système paralysé constitue le cœur de la démonstration avancée par les autorités. Le premier chiffre avancé est celui de plus de 28 millions de dollars mobilisés pour l'opération globale. Pris isolément, le montant peut sembler abstrait. Rapporté au contexte national, il représente une capacité significative de financement parallèle suffisante pour entretenir sur la durée des relais médiatiques, des complicités militaires et des circuits logistiques discrets. Donc, les autorités expliquent que cet argent n'était pas destiné à un choc immédiat, mais à une usure progressive de l'État par saturation et désorientation. Le deuxième indicateur concerne la structure même de ces flux. Les investigations décrivent des transferts éclatés, transitant par des sociétés écrans et des comptes dissimulés, toujours en mouvement. Ce mode opératoire réduisait la traçabilité et rendait l'ensemble résilient au contrôle classique. Tant que les paiements circulaient, la machine tenait. Dès leur interruption simultanée, les maillons ont commencé à céder, révélant une dépendance totale au financement continu. Un troisième élément chiffré porte sur la réponse judiciaire et sécuritaire. Dans la première phase, plus de 60 suspects ont été interpellés ou placés sous enquête, selon les autorités. Mais ce nombre n'est pas présenté comme un aboutissement, mais comme un seuil initial permettant de cartographier les connexions. Chaque dossier a été décrit comme une pièce d'un ensemble plus vaste, combinant relevés bancaires, communication et contrats. L'objectif affiché n'était pas l'exemplarité ponctuelle, mais la mise à nu d'un système. Ces données ont servi à étayer un raisonnement central. Dans cette configuration, l'insécurité n'était pas seulement idéologique ou militaire, elle était instrumentalisée. Les groupes armés auraient été utilisés comme levier, non comme finalité. La violence visible agissait comme une couverture, pendant que les circuits financiers soutenaient une stratégie politique de long terme. En gelant les fonds, l'État a cherché à inverser cette logique en frappant la cause plutôt que les symptômes. Sous la présidence d'Ibrahim Traoré, cette lecture a été mise en avant pour justifier la rapidité et la publicité des mesures. Les autorités ont insisté sur le fait que l'arrêt des paiements avait produit des effets immédiats, disparition d'intermédiaires, rupture des communications, abandon de certaines initiatives prévues. La stratégie du chaos, privée de carburant financier, n'a pas atteint son point de bascule. Ces chiffres ne prétendent pas clore le débat. Ils servent plutôt de repère pour comprendre un enchaînement. Quand le financement s'effondre, même des plans sophistiqués perdent leur cohérence. Reste une interrogation essentielle pour la suite. Cette capacité à couper les flux suffit-elle à prévenir leur reconstitution sous d'autres formes ou annonce-t-elle une adaptation silencieuse des réseaux encore actifs ? Les critiques de l'opération ont formulé au moins deux objections centrales. La première concerne le risque politique. Toucher simultanément des élites économiques, médiatiques et militaires peut, selon eux, provoquer une réaction en chaîne incontrôlable. Radicalisation des oppositions, fuite de capitaux, isolement diplomatique. Dans cette lecture, la stabilité repose sur des équilibres implicites. Les rompre brutalement reviendrait à créer plus d'incertitude que de sécurité, surtout dans un pays déjà fragilisé par l'insécurité armée. La seconde objection porte sur le risque institutionnel. Le gel rapide des avoirs, sans délai judiciaire prolongé, est présenté comme un précédent dangereux. Les détracteurs y voient la possibilité d'une justice perçue comme politique où la sécurité nationale justifierait une compression durable des garanties procédurales. À long terme, cette logique pourrait affaiblir la confiance dans l'état de droit et offrir un argument aux acteurs extérieurs dénonçant une dérive autoritaire. Ces critiques méritent d'être prises au sérieux, car elles s'appuient sur des précédents régionaux où des purges mal encadrées ont produit l'effet inverse de celui recherché. Toutefois, les autorités opposent une réponse structurée, fondée sur les éléments mis au jour par l'enquête. Elles soulignent que l'intervention n'a pas visé une opposition politique indistincte, mais un réseau précis, documenté par des flux financiers, des communications et des liens opérationnels. Dans ce cadre, l'urgence est présentée comme proportionnelle à la menace décrite. Sur le plan institutionnel, le gouvernement met en avant la publicité du processus. Audience visible, preuves exposées, juridictions spéciales activées, l'objectif affiché
est de rompre avec la pratique des règlements opaques. Cette exposition est censée réduire l'arbitraire en soumettant les décisions au regard public plutôt qu'à des négociations discrètes. Les autorités affirment ainsi que la transparence agit comme contrepoids à l'exception sécuritaire. Enfin, sur le terrain politique, les réactions sociales observées ont servi d'argument décisif. Loin d'un effondrement de la cohésion, les premiers effets ont montré une mobilisation citoyenne accrue et un rejet explicite des acteurs accusés de trahison. Pour le pouvoir, ce soutien n'annule pas les risques, mais il suggère que l'opération a touché un point de consensus moral difficile à ignorer. La question reste ouverte. Cette justification tiendra-t-elle face au temps long et aux pressions extérieures, ou les objections aujourd'hui contenues referont-elles surface sous une autre forme ? Cette phrase, courte et répétée dans l'espace public, résume le basculement décrit par les autorités. Jusqu'ici, la crainte pesait surtout sur l'État et les citoyens, exposés à une insécurité diffuse et à des violences apparemment incontrôlables. Après le gel des avoirs, le centre de gravité s'est déplacé. Ceux qui pensaient agir à couvert ont découvert leur vulnérabilité. La menace n'était plus abstraite, elle devenait personnelle, administrative, immédiate. Ce point marque un changement de cadre. Il ne s'agit plus seulement d'empêcher un complot précis, mais de montrer que certaines règles implicites ont cessé de s'appliquer. Selon le discours officiel, l'intouchabilité fondée sur la richesse, les réseaux ou les protections extérieures n'est plus acquise. Cette rupture symbolique est présentée comme aussi décisive que l'interruption des flux financiers, car elle modifie les calculs individuels des acteurs encore en retrait. Dans cette nouvelle phase, Ibrahim Traoré apparaît moins comme un acteur isolé que comme l'incarnation d'un seuil franchi. La décision prise sous son autorité devient un précédent, observé à l'intérieur du pays comme à l'extérieur. Elle suggère que la contestation du pouvoir par des moyens indirects peut être exposée et neutralisée sans passer par une confrontation militaire classique. Mais cette révélation soulève une interrogation centrale. Une fois la peur déplacée, comment éviter qu'elle ne se transforme en crispation durable ou en surenchère silencieuse? C'est cette tension entre effet dissuasif et risque de radicalisation qui va structurer les conséquences concrètes de la séquence. Pour l'appareil d'État, la première conséquence a été une reconfiguration du rapport interne au pouvoir. Les administrations financières, judiciaires et sécuritaires ont opéré sous une contrainte nouvelle, l'exécution rapide et visible des décisions. Les autorités ont présenté cette phase comme une reprise de contrôle institutionnel où les règles cessent d'être négociables selon le statut social. Sous la présidence d'Ibrahim Traoré, ce message a été martelé. La sécurité nationale ne peut plus coexister avec des zones d'immunité tacite. Cette posture a renforcé la cohésion interne à court terme, face à tout en exposant l'État à une surveillance accrue de ses propres pratiques. Sur le plan économique, l'impact a été ambivalent. À court terme, le gel de comptes importants a créé des tensions, interruption de certaines activités, inquiétude parmi des acteurs privés craignant une extension des mesures, ralentissement de circuits dépendants de ces capitaux. Mais dans le discours officiel, cette perturbation est présentée comme le prix d'un assainissement. L'argent accusé d'alimenter l'instabilité est redéfini comme un risque systémique. En coupant ces flux, l'État affirme vouloir restaurer une économie moins vulnérable aux chocs politiques et aux manipulations par financement indirect. Pour les citoyens, la conséquence la plus visible a été psychologique. Beaucoup ont exprimé un sentiment inédit, voire des élites convoquées publiquement, en cas leur bien scellé, à briser l'idée que la loi ne s'appliquait qu'aux plus faibles. Cette perception a nourri une mobilisation sociale, faite de discussions, de rassemblements et de prises de position symboliques. La sécurité n'est plus perçue uniquement comme une affaire militaire, mais comme une vigilance collective face aux récits, à l'argent et aux influences. Cette évolution ne supprime pas la peur, mais elle la redistribue. À l'échelle régionale, enfin, la séquence a été observée avec attention. Les autorités ont évoqué des soutiens extérieurs au complot, sans désigner publiquement tous les acteurs. Cette prudence contraste avec la portée implicite du geste, démontrer qu'un État peut exposer et entraver des réseaux transnationaux sans intervention militaire directe. Pour certains voisins,
Cela crée un précédent potentiellement déstabilisant, pour d'autres un signal de fermeté face aux ingérences discrètes. Dans les deux cas, le Burkina Faso cesse d'être perçu comme un simple terrain de projection des crises régionales. Ces 4 niveaux dessinent un tableau contrasté. L'opération a renforcé l'autorité de l'État et la confiance d'une partie de la population, tout en introduisant des incertitudes économiques et diplomatiques. La question centrale demeure, cet équilibre, encore fragile, peut-il être stabilisé sans glisser vers une logique de confrontation permanente ? Dans un scénario de base, la dynamique actuelle se stabilise sans s'étendre. Les procédures judiciaires suivent leur cours, les réseaux identifiés restent affaiblis, mais sans démantèlement total. L'État maintient une pression ciblée sur les flux financiers et les relais médiatiques, tandis que l'insécurité armée demeure contenue à un niveau élevé mais gérable. Dans cette hypothèse, le pays avance dans un équilibre précaire. Suffisamment de fermeté pour dissuader, mais pas assez de profondeur pour éliminer toutes les capacités de recomposition. Un scénario plus optimiste suppose une consolidation progressive. Les enquêtes financières aboutissent à une cartographie plus complète des soutiens internes et externes, réduisant la capacité de reconstitution des réseaux. La transparence affichée renforce la confiance citoyenne et la coopération institutionnelle s'améliore. Si ces conditions sont réunies, l'effet dissuasif dépasse le cas présent et modifie durablement les calculs des acteurs tentés par une déstabilisation indirecte. 5. La sécurité reste un chantier ouvert, mais le coût du sabotage devient plus élevé que celui de la négociation ouverte. Le scénario pessimiste repose sur une adaptation silencieuse des réseaux. Privés de leurs circuits visibles, certains acteurs pourraient fragmenter davantage leurs opérations, déplacer leur financement ou renforcer l'influence par des récits externes. Dans ce cas, la confrontation se déplacerait vers des terrains moins traçables, exposant l'État à une usure prolongée. La fermeté initiale pourrait alors nourrir une spirale de méfiance, interne comme internationale, compliquant la gestion économique et diplomatique. Ces 3 trajectoires dépendent d'un facteur central, la capacité à transformer une décision exceptionnelle en pratique institutionnelle lisible. Si les règles restent claires et proportionnées, à main la dissuasion peut tenir. Si elles deviennent floues ou extensives, le risque de fracture augmente. La question n'est donc pas seulement ce qui a été fait, mais comment cela sera maintenu, expliqué et ajusté dans le temps. Pour les citoyens ordinaires, l'effet principal n'est pas matériel, mais perceptif. La séquence a modifié la manière dont beaucoup interprètent l'insécurité. Les attaques armées ne sont plus vues uniquement comme des fatalités venues de l'extérieur, mais comme des phénomènes pouvant être entretenus, amplifiés ou instrumentalisés par des intérêts internes. Cette relecture n'apporte pas de solution immédiate, mais elle change le rapport à la peur. La vigilance devient plus active, moins résignée et s'exprime dans les discussions locales, les réseaux communautaires et les formes de mobilisation civile. Pour les forces de sécurité, le changement est d'ordre symbolique et opérationnel. Les soldats et les agents sont présentés par les autorités comme défendant non pas un pouvoir abstrait mais une survie collective. Cette narration renforce le sens de la mission, tout en augmentant les attentes. Si la cohérence entre discours et pratique se maintient, elle peut consolider la discipline et la confiance interne. Dans le cas contraire, toute incohérence deviendrait rapidement visible et corrosive. Du côté des acteurs économiques ordinaires, la réaction est plus ambivalente. Certains redoutent une extension imprévisible des mesures, d'autres y voient une tentative d'assainissement nécessaire. Pour les petits entrepreneurs, commerçants ou agriculteurs, l'enjeu n'est pas idéologique, mais pragmatique. Savoir si les règles seront stables, être lisibles et appliquées de manière équitable. La confiance dépendra moins des annonces que de la régularité des décisions dans le temps. Enfin, pour la jeunesse, souvent évoquée dans le débat public, cette période agit comme un révélateur. Elle nourrit à la fois l'espoir d'une rupture avec l'impunité et la crainte d'un cycle de confrontation prolongée. Entre ces deux pôles se joue une question simple mais décisive. Ce moment marque-t-il une transition vers un ordre plus juste ou seulement une parenthèse intense avant un retour aux pratiques anciennes ?
La première étape avancée par les autorités consiste à institutionnaliser le traitement financier des menaces. Il ne s'agit plus d'actions ponctuelles, mais d'un suivi continu des flux à risque, avec des mécanismes de gel conditionnels, à les déclencher sur des critères explicités et documentés. Cette phase implique les unités de renseignement financier, les banques et les juridictions spécialisées afin de transformer l'exception en procédure contrôlée. La deuxième étape repose sur la judiciarisation visible. Audience publique, exposition des preuves, articulation claire entre sécurité nationale et droit, l'objectif affiché est de réduire l'arbitraire perçu. Selon le discours officiel, cette transparence doit agir comme un stabilisateur, en montrant que les mesures ne visent pas des individus pour ce qu'ils représentent, mais pour ce qu'ils sont accusés d'avoir fait. Sous l'autorité d'Ibrahim Traoré, cette visibilité est présentée comme un choix politique assumé. La troisième étape concerne la protection institutionnelle interne. À chacun, les autorités évoquent un renforcement des mécanismes de contrôle au sein de l'armée, des médias et de l'administration afin de limiter les relais de manipulation. Cette phase est moins spectaculaire mais décisive car elle conditionne la durabilité de l'ensemble. Sans cohérence interne, toute fermeté externe devient fragile. Une quatrième étape touche à la dimension sociale. Informer, expliquer, maintenir le lien avec la population est présenté comme essentiel pour éviter que la peur déplacée ne se transforme en crispation. La vigilance collective ne peut durer que si elle est accompagnée d'un récit lisible et cohérent. Enfin, la dernière étape est prospective. Définir des indicateurs clairs pour mesurer l'efficacité de ces actions dans le temps. Sans critères de sortie, la logique d'urgence risque de s'installer durablement. La question devient alors centrale. Cette feuille de route peut-elle consolider la souveraineté sans enfermer le pays dans un état d'exception prolongé ? Le motif qui revient, en filigrane, est celui d'une illusion brisée. Pendant des années, le pouvoir réel semblait logé loin du quotidien, dans des bureaux climatisés, des comptes inaccessibles et des réseaux trop denses pour être inquiétés. Les événements récents ont fissuré cette représentation, non pas parce que tous les réseaux auraient disparu, mais parce que leur invisibilité n'est plus acquise. Ce rappel, amorcé dès les premiers impacts, donne une cohérence rétrospective à l'ensemble de la séquence. Pour beaucoup, Ibrahim Traoré n'incarne pas une rupture totale, mais un moment de vérité. La décision prise sous son autorité a exposé une faille longtemps tolérée. L'idée que la richesse et les connexions suffisent à se placer hors de portée. En mettant cette croyance à l'épreuve, l'État a touché un nerf sensible, bien au-delà des personnes directement visées. L'émotion qui traverse la société n'est pas seulement l'adhésion ou la colère, mais une forme de lucidité. Comprendre que la souveraineté se joue aussi dans les mécanismes discrets, financiers et médiatiques, change la manière de regarder le pouvoir. Ce regard nouveau ne garantit pas le succès, mais il réduit l'innocence. Une phrase résume ce moment. L'intouchable est devenu visible. Reste à savoir si cette visibilité survivra au temps, aux pressions et à la routine du pouvoir, ou si elle s'estompera lorsque l'attention collective se déplacera. Ce qui s'est joué au Burkina Faso dépasse un épisode sécuritaire ou un affrontement de pouvoir. Il s'agit d'un signal adressé à la société entière. La souveraineté n'est pas seulement une posture diplomatique, mais une pratique quotidienne qui engage institutions, récits et vigilance collective. Cette lecture invite moins à applaudir qu'à observer, comparer et questionner ce qui suit. Pour les citoyens, l'enjeu n'est pas d'adhérer à un camp, mais de rester attentif à la cohérence entre discours et actes. Pour les observateurs extérieurs, il s'agit de comprendre comment un État tente de reprendre la main sans recourir aux formes classiques de la force. Dans cette équation, Ibrahim Traoré apparaît comme un repère temporel plus que comme une conclusion. Un moment où certaines lignes ont été déplacées, et sans garantie sur leur stabilité future. La question finale reste volontairement ouverte. Un tel précédent peut-il s'institutionnaliser sans se durcir ? Peut-il inspirer sans être instrumentalisé ? Ou marque-t-il seulement une parenthèse intense dans une histoire plus longue de tensions, d'adaptation et de retour en arrière ? Ce sont ces interrogations,
plus que les réponses immédiates qui méritent d'être débattues, suivies et confrontées aux faits à venir.